quelques mots pour me présenter et présenter le titre, peut-être le sous-titre, peut-être un petit peu bizarre de la gonzo-sociologie, qui n'existe pas vraiment, qui est la façon dont j'applique mes recherches en termes de sociologie. Je suis sans doute au départ sociologue, mais depuis des décennies, je parcours le monde pour essayer de comprendre ce qui se passe, pour essayer de comprendre quels sont les grands changements, quelles sont les mutations du monde d'aujourd'hui, comme le montre cette image avec les bouquins que j'écris là-dessus. Donc moi je suis à la fois consultant pour des entreprises qui m'envoient à travers le monde pour essayer de comprendre ce qui se passe. Je dirige différentes collections de prospectives, et donc il me paraissait particulièrement intéressant, surtout enrichissant pour moi, de venir dans un festival de science-fiction où la science-fiction, elle est là peut-être pour réfléchir, projeter sur une certaine forme d'avenir. La prospective se voudrait peut-être un petit peu plus technique et sérieuse sur le monde qui vient. Moi, je me promène entre les deux, donc avec cette forme de socio-fiction qui est à la fois le monde réel, hein, tel que je le ressens, et un monde qui est malgré tout un scénario possible. On va voir d'ailleurs que, autant dans les bouquins de science-fiction qui sont tous en vente là-bas, on est dans des imaginaires qui poussent très loin les dimensions étonnantes à travers les galaxies, la fantaisie, le sacré et les dragons. Mon approche, elle est plus tangible, elle est le monde d'aujourd'hui, elle est celui qui nous entoure, elle est celui qui bouge pas à pas, et je vais essayer de vous y emmener pour voir quelles sont les mythologies qui se créent aujourd'hui et qui sont peut-être celles de demain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui se cherche. Et je ne sais pas si c'est ça que vous êtes venu chercher à travers ce festival, essayer de trouver des hypothèses, essayer de trouver des solutions peut-être. En tout cas, ce monde qui se cherche, ça ne date pas d'hier, si vous êtes récemment ou pas allé à Paris, à Montmartre, vous pourrez voir cette sculpture qui a été faite par Jean Marais il y a une quarantaine d'années et qui représente un bouquin de Marcel Aimé, Le Passe-Muraille. Comme quoi, on est dans un monde qui est sans arrêt en train d'essayer de trouver des pistes. En tout cas, ce qui me frappe le plus dans mes investigations, c'est qu'on est très loin de la frugalité, de l'austérité qui est attendue de façon un peu idéalisée. Il me semble que l'on est, on le voit bien à travers des ouvrages de science-fiction, on est dans un monde à la recherche de sensations, qui est à la fois sensationnel, au sens où on en prend plein les yeux, on a envie d'en prendre de plus en plus plein les yeux, et si on n'a pas envie de le faire, de toute façon, les journaux de 20 heures et l'ensemble des médias sont là pour nous rappeler qu'on est dans un monde de plus en plus sidérant et étonnant, et c'est peut-être ça qui fait marcher le monde, c'est peut-être ça qui fait qu'on va justement retourner dans ces médias. Mais sensation, c'est aussi les sensations tactiles, c'est les 5 sens qui sont sans arrêt sollicités, et qui fait que, où que l'on aille, il y a cette notion de gourmandise du temps. Hein. On veut toucher les choses. Michel Serres, dans son ouvrage Petite Poussette, dont vous avez peut-être entendu parler, raconte que voilà, la petite poussette, c'est celle qui utilise ses pouces pour faire ses textos sur sa machine, et que cette notion de pouce qui touche la machine est extrêmement sensuelle. Le rapport à l'écran, le rapport aux objets est de plus en plus sensuel. Le succès du design de Apple, par exemple, est de cet ordre-là. Hein. On a besoin de sentir ces choses de plus en plus fort. Et concrètement, cette intensité se retrouve dans les projets les plus fous.
les derniers dossiers de Airbus et Boeing ont l'air de nous annoncer pour bientôt que nous pourrons voler dans des avions qui nous donneront l'impression d'être tels Icare à même le ciel, dans des sensations de vertige et d'intensité de plus en plus puissantes. Mais sans avoir besoin d'aller jusqu'au ciel, la provocation du monde est toujours présente. Je n'ai pas trouvé de photo qui représenterait cette femme enceinte jusqu'au cou. Elle a son verre de vin qui déjà n'est pas très recommandé pour une femme enceinte, et en même temps elle pourrait avoir un joint dans l'autre main. Ça représenterait cette volonté de sans arrêt pousser les frontières, repousser les frontières, ce que ne manque pas de faire l'ensemble d'un certain nombre de générations qui sont à la recherche de ces plaisirs, de ces psychotropes, et c'est encore extrêmement présent. Et là, bien sûr, c'était Frère Tagada que Steve. Mais l'idée est là, ou encore, ce genre de personnages que l'on voit, qui sont un petit peu dans une sorte de forme de liberté absolue. Je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, j'emmerde le monde, et c'est comme ça que je suis. Cette notion-là, elle est très présente, et on voit qu'elle est importante. Quant aux différentes générations, elles se confondent petit à petit. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre les jeunes générations, les générations Y, puis X, puis les baby boomers, etc. Il y a surtout l'idée qu'on veut vivre dans un monde plus débridé, dans lequel on peut aller jusqu'au bout de ce que l'on a envie de faire, et certainement pas d'être candide par rapport à ça. Donc il faut s'attendre à ce que le monde qui vient soit dans des frontières sans cesse repoussées, et que psychologiquement, elle soit dans une sorte de bord de l'équilibre, sur le point de basculer dans des choses que l'on ne sait pas encore, mais c'est cet état d'esprit, il est très important. Et par rapport à côté de cette dimension évidemment plus psychologique, on est dans un monde où la technologie est extrêmement présente. Alors évidemment, c'est le cas quand on regarde les bouquins de science-fiction, etc. Mais on est dans un monde qui est de plus en plus dans cette anthropotechnologie. Anthropos, l'homme, la technologie. Mais là, rien de nouveau. Et si on est de plus en plus amené à se servir de nos machines, de nos smartphones et autres ordinateurs, c'est une vieille histoire. La première histoire fondatrice de notre relation avec la machine, c'est quand les premiers hommes ont taillé les premiers silex. C'était les premières prothèses. Et depuis, l'inspiration a continué. Et on se sert de ce que sont devenues ces machines pour aller de plus en plus loin. Et alors là, on peut faire appel à un cinquième élément et Luc Besson pour voir ces scooters volants, que je prends comme exemple simplement parce que le jour où ça arrivera, ça paraîtra extrêmement banal. Et on sera dans un monde qui serait totalement sidérant pour nous aujourd'hui, mais il y a 50 ans, 100 ans, le monde que nous vivons serait totalement impensé, a été totalement impensé, et même les travaux de Jules Verne qui ont essayé d'explorer ces éléments-là, ne sont évidemment pas arrivés jusqu'à ce monde. Sans compter, c'est un monde dans lequel il faut faire gaffe, c'est un monde de la densité, c'est un monde dans lequel les fractures sont importantes. Donc il ne s'agit pas de de jouer les bisounours ou d'avoir une sorte de vision très utopique du monde, je vais y revenir, mais nous sommes entourés de menaces. Les fractures d'un côté, fractures peut-être entre tout simplement monde apaisé et monde en guerre, fracture de la richesse, fracture aussi par rapport au climat. Tous ces éléments-là sont très présents et Hollywood nous le rappelle en permanence. Et c'est intéressant de voir que les messages qui viennent des scénarios hollywoodiens sont extrêmement puissants. Vous avez peut-être vu le film La Route ou lu le bouquin de Cormac McCarthy. C'est évidemment un monde post-apocalyptique dont s'emparent tous nos écrivains de science-fiction ici aujourd'hui.
tout l'enjeu, c'était d'ailleurs intéressant, hein, c'était l'enjeu des débats et des ateliers qu'il y a pu y avoir, c'est est-ce qu'on a une chance de survie, quoi? Est-ce qu'à travers tout ça, il peut y avoir, malgré tout, des bonnes nouvelles? Hollywood a plutôt tendance à finir ces grands récits mythologiques par l'idée que, vous savez peut-être du film, à la fin, le gosse, là, sur la plage, il retrouve des parents, le père est mort, le personnage là est mort, mais il y a des possibilités de survie. Il n'empêche que nous sommes surplombés par cette dimension. Là encore, vous allez le voir, j'ai plutôt une vision positive du monde, mais je crois tout à fait qu'on va s'en sortir. Je pense que la technologie va nous y aider. Je crois que l'espèce humaine est tenace. Hein. On va survivre toutes ces épreuves, mais il y aura des moments peut-être un peu difficiles. Et je pense qu'on pourra les passer parce que justement, une technologie techno-friendly, une technologie amicale, bienveillante, va nous permettre de passer à différents stades. Et à côté de cette technologie extrêmement poussée, il y a le rêve, il y a la nostalgie, d'où on vient, avec cette dimension qui est en permanence un enjeu dans les discussions avec les auteurs de science-fiction. Est-ce qu'on peut oublier le passé? Est-ce que le passé est un âge d'or? Est-ce que c'était mieux avant? Alors, les discussions sont très ouvertes là-dessus. Est-ce que c'était mieux avant? C'est possible. En tout cas, est-ce qu'on n'essaie pas, et ça c'est une théorie à laquelle je crois volontiers, on n'essaie pas de faire vivre ensemble le passé, le présent et le futur? Et dans cette vision de techno-friendly de la maison de demain, il y a cette dimension. Et à côté de cela, et pour que cela advienne, il y a la philanthropie. La philanthropie, c'est un des grands mouvements d'aujourd'hui. Des gens comme Bill Gates sont plein dedans. Plein d'espoir un peu utopique. J'ai fait, il y a 2 ans, une étude à la demande de la fondation Bill et Melinda Gates. Très intéressant. Vous savez qu'ils sont très préoccupés par la malaria et l'Afrique, et autour du lac Tanganyika. C'est un des lacs les plus poissonneux du monde, mais il y a aussi la malaria et les moustiques. La fondation a envoyé 100 000 toiles de tentes moustiquaires autour du lac. Formidable. 1 an plus tard, on envoie des contrôles. On essaie de voir ce qui se passe. Quasiment la totalité de ces moustiquaires avait été utilisée comme filet de pêche. Intéressant de voir l'écart qu'il peut y avoir entre la bonne volonté du monde, la bonne volonté de certains philanthropes, admirables au demeurant, les gens que j'interviewais pour savoir ce qu'ils pensaient de Bill Gates, ils trouvaient ça formidable, mais ils me racontaient, il faut faire gaffe, quoi. On ne fait pas n'importe quoi dans le monde d'aujourd'hui, et on peut rêver, certes, à des utopies. Et là, je vous recommande que vous aurez accès à vos ordinateurs, d'aller voir le site de Vincent Calvo, qui est un architecte belge, qui réalise des performances extraordinaires comme cette île qu'il destine peut-être à des réfugiés climatiques ou à des milliardaires en face de la baie de Monaco, c'est au choix. Et en tout cas, qui effectue très concrètement des recherches de pointe dans ces domaines. Donc on est, avec l'utopie, on est tout proche de mon sujet de fond. C'est à travers tout ça, à travers ce premier background, ce premier paysage que je vous propose, quels sont les mythes qui sont en train de se préparer pour demain, entre la religion, la technologie, la science-fiction, bien sûr. C'est quoi ces mythologies du futur? Alors, la première, vous verrez dans mon bouquin, il y en a d'autres, mais la première qui me paraît la plus intéressante et peut-être en même temps la plus rassurante, et puis en même temps qui s'incarne tout à fait cet après-midi à Lyon, dans le grenier, dans les rencontres avec tous les gens qui sont là, en pleine conversation, de façon extrêmement joviale, et que je trouve extrêmement sympathique et rassurante. C'est un mythe en route, d'un monde de contact,
d'un monde de rencontres et donc de réconciliation. Probablement un des signaux plus ou moins forts, plus ou moins faibles de cela, ça a été la fête des voisins. La fête des voisins, qui est un succès français, qui est en train de diffuser à travers le monde, est un des signes de cette idée qu'il y a la possibilité de se réconcilier, de retrouver un vivre ensemble qui fonctionne, un vivre ensemble autour de la table, autour du vin, qui est important, et autour de la famille, avec les médecines d'aujourd'hui qui vont nous permettre de vivre beaucoup plus longtemps, qui permettent aux enfants de ne pas mourir en couche. Cette dimension-là va être quelque chose d'extrêmement important qu'il va falloir prendre en considération. Et pendant qu'on fera ces libations et ces fêtes, bien sûr, des formes nouvelles vont intervenir. Il y aura des nouveaux concepts autour de bouteilles de vin, autour de ces nouveaux designs qui, là encore, paraîtront assez évidents au fur et à mesure. Et surtout, auront l'avantage de permettre ces rencontres. Je suis en train d'écrire un autre bouquin sur la fonction imaginaire et sociétale du vin, qui est formidable. Le vin, depuis l'Antiquité, dans les mythes, c'est le produit magique qui permet d'abaisser les frontières du rationnel pour pouvoir entrer en communication, soit avec les dieux, soit avec les autres. Et dans cet univers, il y a un potentiel formidable de jeu aussi, le jeu, les masques. C'est bien aussi ce qui se passe aujourd'hui avec les gens qui sont, entre guillemets, déguisés autour de ça. Réconciliation, donc, quelque chose de fort, de puissant, et qui correspond vraiment à une attente de fond à travers le monde. Il se trouve que j'ai fait récemment aussi un tour du monde pour essayer de comprendre quel était le concept de douceur, sweetness, c'est ça en anglais, dans le monde d'aujourd'hui, à travers les jeunes générations entre 20 et 30 ans. Alors je fais des enquêtes, je passe plusieurs jours dans chaque pays. Je commençais par Londres, ensuite New York, Mexico, Bombay, Shanghai, Moscou, Istanbul, et je suis terminé à Jeddah, où j'ai pu discuter comme ça avec des jeunes filles sous leur voile et tout. C'est tout à fait étonnant que les mollahs me laissaient causer. Marrant. Et au fur et à mesure de la discussion, les voiles tombaient et dévoilaient des costumes Prada et Gucci, des sacs Vuitton. C'était tout à fait étonnant. Et qu'est-ce que ces gens-là, ces jeunes-là, aujourd'hui cherchent en termes de réconciliation? Ils ont d'abord envie de se réconcilier avec leur passé. À Mexico, c'était une jeune fille, elle avait une vingtaine d'années, qui avait des tatouages d'une déesse aztèque de la beauté et de l'amour, et qui était dans un trip très new age, etc., là encore, de réconciliation avec son passé. C'était vrai pour les filles de Jeddah, qui étaient fascinées par leur passé nomade et du désert. Bon, la réalité du nomade et du désert, c'est que c'était vraiment un monde difficile, mais complètement idéalisé. J'étais à Moscou au moment des Pussy Riot, et là encore, c'était les babouchkas d'autrefois. Très étonnant de voir combien, aujourd'hui, dans cette idée de réconciliation, on veut se réconcilier avec son passé, avec là d'où on vient. Souvent, c'est sa ville, hein, un amour de la ville, une sorte d'osmose avec les racines urbaines auxquelles on appartient. Et en même temps, ils sont tous sur Facebook. Et en même temps, les filles de Jeddah regardaient les résultats Manchester United contre Chelsea pour savoir ce qui se passe aujourd'hui. Donc, très intéressant, une sorte de verticalité du monde pour essayer de comprendre d'où on vient, et puis une horizontalité des relations qu'il y a avec les gens. Donc ça, ces rituels de cordialité me semblent extrêmement prometteurs. Je dirais à la limite, c'est surtout en France qu'on entend parler de gens déprimés, dépressifs, et que les médias montrent du doigt. Les gens d'aujourd'hui, vous, tous cet après-midi, il y a quelque chose de joyeux qui se dégage de ces rencontres qui me paraît extrêmement prometteur. À côté de cela, évidemment, nous sommes dans un monde de mutation. Évidemment, les choses changent. Je ne sais pas si vous connaissez un de vos compatriotes lyonnais, un excellent artiste qui s'appelle Émile Morel, à qui j'emprunte, vous le verrez sur Facebook aussi et sur ses sites, à qui j'emprunte
cette représentation de ce que nous sommes peut-être en train de devenir. En tout cas, de quoi s'agit-il sinon du vivant? Évidemment, nous changeons. Évidemment, nous sommes en mutation. Évidemment, il va falloir oublier des choses pour en retrouver d'autres. Mais ces éléments-là, c'est le vivant qui est là. Je vous donnerai un exemple sur la mobilité. La mobilité, c'est quoi? Ça veut dire que demain, on va quand même encore bouger. D'ailleurs, tous les chiffres sont là. Il y aura des millions de touristes à travers le monde. Ils sont peut-être un peu plus chinois et indiens que nous pendant une époque, pendant un certain temps. Mais ça continue. Quand je vous montrais l'Airbus, le projet d'Airbus de tout à l'heure, Airbus a l'intention, et Boeing tous les deux, a l'intention de fabriquer 30 000 longs courriers dans les 20 ans qui viennent. Alors, je ne sais pas si c'est très bon pour le réchauffement climatique et pour la pollution, mais c'est la réalité des choses. C'est les hard facts qui sont importants. Alors, qu'est-ce que ça va devenir, cette mobilité? Cette mobilité, c'est des projets gigantesques. Hein. C'est des avions de plus en plus grands, de plus en plus démesurés. On va bientôt pouvoir voyager dans les nouvelles générations de Zeppelin. C'est en train de se faire. On va peut-être être confronté à des concepts un peu bizarres. Et pour réfléchir à des concepts nouveaux, improbables, il y a besoin de faire des croisements. Alors, ça ne sera sûrement pas ça. Mais le fait d'avoir pu trouver cette image-là sur Internet montre que, vous voyez, les imaginaires grattent, avancent, essaient d'aller de plus en plus loin. Et puis dans quelques années à peine, on pourra effectivement faire New York-Sydney dans les nouveaux concepts d'avions-fusées. Et on aura peut-être l'occasion de vivre quand, pendant ce temps-là, il y aura des innovations beaucoup plus terre à terre. Il y avait dans toute la ville, là, ce week-end, les Segway, là, qui étaient là, les gens qui se baladaient sur ce genre de système. Là, c'est encore plus sophistiqué, avec des avancées techniques qui nous permettront de nous garer partout où on veut. Et les exosquelettes, vous connaissez l'histoire célèbre de ce quasi-centenaire japonais qui, avec cet appareil, cet exosquelette qui l'emmenait comme ça, a réussi à grimper le mont Fuji. On en a parlé partout, bien entendu, mais c'est des choses qui sont en train de se faire pour nous aider à bouger différemment, dans des circonstances différentes, et puis des designs. Je crois beaucoup au design, mais je sais bien que les designs les plus futuristes se banalisent très vite. Donc c'est pas l'enjeu, il est de réfléchir sur cette mobilité. Alors c'était d'ailleurs intéressant, parce que hier, j'oublie le nom de vos camarades qui réparer des roues de bicyclette. Mais c'était très intéressant parce que c'était complètement ça. Hein. Il y a également cette dimension de retrouver le vélo, le succès des Vélib et autres est là pour le prouver. Et peut-être dernière idée sur cette mobilité photographique que j'ai faite à Los Angeles l'année dernière, de cet Américain là qui se balade partout, avec cette maison qu'il a reconstituée pour une sorte d'autonomie et d'être dans un nomadisme permanent. Alors certes, à côté de cela, il y a d'autres préoccupations qui sont peut-être parfois un peu inquiétantes. Tout ce qui tourne autour de la crispation, nous sommes entourés aussi par la barbarie. Il suffit de voir les journaux, il suffit de penser à Daesh, il suffit de penser à Ebola. Il y a des dangers qui sont extrêmement présents sur lesquels il va falloir que l'on réfléchisse. Et comment je pense qu'il y a un grand enjeu aujourd'hui, c'est tout ce qui tourne autour de la transparence. La transparence, tout le monde fait beaucoup de foin autour de ça, tout le monde a l'air de dire qu'il faut absolument la transparence, tout le monde a l'air de dire qu'il faut que les politiques soient transparentes, qu'il faut que les entreprises soient transparentes. Certes, je suis bien d'accord que c'est important, mais je pense profondément qu'il va y avoir une forme d'illisibilité. On ne va pas pouvoir aller dans la transparence absolue en permanence. On voit bien, à travers cette pseudo-transparence de nos réseaux sociaux, qu'il y a des limites à cela. On voit bien que la transparence, à travers les siffleurs d'alerte, que sont Snowden, Assange ou Mediapart, il faut un travail qui est là pour pointer du doigt les choses. Mais est-ce qu'on est vraiment dupe, quoi ? Est-ce qu'on n'a pas le sentiment que derrière ces écrans de fumée, il y a des choses qui peuvent continuer d'être inquiétantes, d'autant plus qu'on a l'impression que
les parano envahissent le système. Il suffit de voir les scandales qu'il y a eu au niveau du gouvernement, ou des membres du gouvernement récemment. On a l'impression que là, il y a une tension qui est terrible. Cette transparence, elle dévaste l'intimité. Qu'est-ce qui reste de tout ça? Il reste de tout ça une grande crainte sur... mais est-ce qu'il n'est pas temps de trouver un autre système? Et ce système, il me semble, en écoutant les gens, en essayant d'y réfléchir, que les cris et la fureur vont s'atténuer au profit d'un nouveau mode de rapport avec les gens. On va avoir besoin de parler plus doucement, on va avoir besoin de chuchoter les choses. Il y a peut-être un nouveau concept qui va naître, que j'appelle l'extime, l'extimité, c'est-à-dire en fait, à la fois dans une relation avec les autres, dans une relation où on est poussé vers l'extérieur, mais en même temps tout en préservant son intimité. Il y a des équilibres à trouver qui sont là importants. Troisième mythologie qui me paraît puissante, ce que j'appelle les mythologies d'hybridation. Alors là, j'ai pris l'exemple d'un artiste, Mathieu Barnet, qui crée des chimères. Les chimères, c'est très à la mode. C'est très à la mode avec nos écrivains, mais dans la réalité du monde d'aujourd'hui, c'est très puissant. À Shanghai, l'année dernière, je prenais cette photo étonnante de ce Confucius géant, dont on ne savait pas très bien, c'était le but de l'artiste, on ne savait pas très bien s'il était censé se noyer dans la piscine et disparaître du monde, avec sa philosophie surannée, ou est-ce qu'au contraire, il était en train de surgir de la piscine pour réinspirer le monde chinois d'aujourd'hui. Donc là, on est vraiment dans cette dimension-là où on se pose des questions sur ce qui est en train de se passer, et c'est vrai dans le monde entier. Bon, la Chine, j'y vais souvent pour essayer de voir ce qui se passe, etc. Je suis persuadé que les autres étapes, ça va être l'Afrique. Alors l'Afrique, c'est un peu compliqué en ce moment, avec Ebola et Daesh dans le Sahel, mais il y a des choses. Je vais souvent au Togo, par exemple, pour animer des groupes de travail avec des jeunes entrepreneurs qui sont incroyables, qui, l'année dernière, qui avaient inventé une imprimante 3D tout seul dans un village de brousse, uniquement en réussissant à regarder comment ça se faisait sur Internet, l'électricité avec un groupe électrogène. Donc une espèce de volonté absolument incroyable de faire bouger les choses. Et j'ai marqué sans complètement y croire, que l'Amérique latine était peut-être dans cette dimension. J'étais à Sao Paulo là en mai, on a l'impression que ça bouge, on a l'impression qu'il y a une énorme énergie qui est sans arrêt oppressée par d'autres puissances. Le Brésil est entre les deux. Et peut-être, à part le fait que ça fait 60 ans qu'on dit que l'Amérique latine va reprendre le monde et nous inspirer, nous verrons. En tout cas, s'il y a bien une dimension qui est importante, c'est les nanotechnologies et tout ce qui est de l'ordre de ces technologies qui sont peut-être au service du bonheur. Alors, vous avez sans doute entendu parler du transhumanisme. Le transhumanisme, cette école de pensée, États-Unis bien sûr, j'allais dire, qui prône la chose suivante. D'ici 40 à 50 ans, la singularité, ce qui s'appelle l'école de la singularité, fait que les machines, nos ordinateurs, seront plus puissantes que nous, plus intelligentes que nous. Et en prenant une image, ils disent, mais à la limite, nous allons pouvoir télécharger notre cerveau dans un ordinateur quantique. Alors ça, évidemment, nos amis de la science-fiction se sont emparés du sujet. C'est un vaste sujet, mais quand il est là au niveau concret, et quand, dans l'université de la singularité, Google a monté la Singularity University et met des milliards de dollars pour rechercher l'immortalité, pour rechercher la façon dont on pourra le mieux utiliser les médecines contemporaines, ou, bien entendu, sur les ordinateurs quantiques. Quand Google donne à Ray Kurzweil, qui est le grand gourou du transhumanisme,
les clés de l'université de la singularité, il se passe des choses qui sont très impressionnantes. Alors, est-ce qu'elles sont positives, négatives, hein? Est-ce qu'on va essayer de se reconstituer comme ça, avec des prothèses dans tous les coins et tout? Ou est-ce qu'on va, et c'est plus l'objet de l'image à droite, est-ce qu'on va rentrer dans un univers où on va peut-être pouvoir penser différemment? Quand je parlais de Michel Serres tout à l'heure et de Petite Poucette, que disait-il sinon que le fait d'avoir toutes ces machines à notre disposition permettait de mettre en mémoire l'ensemble de la connaissance du monde, sans qu'on ait besoin de l'emmagasiner dans notre cerveau, et ça voulait dire très concrètement que ça laissait de l'espace libre à nous, à Petite Poucette, pour de la créativité, pour des réflexions beaucoup plus profondes, pour quelque chose qui serait de l'ordre de la psycho-techno-méditation, spiritualité, etc. Bref, des pistes qui sont partout, et on voit bien cette résurgence aujourd'hui des grands courants ésotériques, occultes peut-être parfois, mais puissants. Alors, la question est là, est-ce qu'on va vers une renaissance? Vous vous souvenez de l'époque de la Renaissance, Quattrocento? Juste avant la Renaissance européenne, on sortait de la guerre de 100 ans, on sortait de la peste, on sortait d'un monde épouvantable qui avait divisé par deux la population européenne. Aujourd'hui, 21e siècle, est-ce que les tours de Manhattan ont mis fin à notre Moyen-Âge, la Shoah, le nazisme? Est-ce qu'il y a la possibilité de rebondir? Est-ce qu'on est dans des schémas de récits qui se retrouvent? C'est une des grandes questions sur lesquelles on est tenté de dire oui parfois, on ne sait pas, parce qu'en même temps, je parlais d'Ebola et de Daesh, on a l'impression que ça te retombe sur la gueule et qu'il y a en permanence des catastrophes qui sont là, mais néanmoins, il faut, enfin, à la limite, si on n'y croit pas et si on s'enferme dans une tour d'ivoire pour pleurer sur le sort du monde, on ne va jamais s'en sortir. Donc là, il y a cette possibilité-là, cette possibilité précisément de réconciliation. Et cette réconciliation, je le vois bien partout, elle se fait et elle se fera par cette nouvelle féminisation du monde. Mesdames, les filles, là, vous tenez le monde entre vos mains, j'en suis absolument convaincu. Cette dimension-là, elle est extrêmement, extrêmement puissante. Alors, c'est pas la reprise du pouvoir par un matriarcat dominant. C'est enfin un équilibre entre le yin et le yang, entre l'animus et l'anima. C'est enfin un équilibre entre ces choses possibles. Alors, Renaissance, ou, alors c'est amusant parce que j'utilise souvent cet exemple, mais c'est intéressant que ce soit à Lyon, ou chaos, ou demeure du chaos. Hein? Est-ce qu'on va s'en sortir, ou est-ce qu'on va rentrer dans ce monde improbable, dans ce monde incertain, tel qu'on le retrouve à côté d'ici, dans la demeure du chaos, qui est en même temps extraordinairement intéressante et ambivalente, hein, parce que vous savez que sous cet ancien château du XVIIe, il y a toute l'installation extrêmement sophistiquée de Thierry Herman, milliardaire grâce à Art Price, qui est la société de cotation en bourse la plus puissante du monde. Donc cette ambivalence-là, elle est là, et en même temps une sorte de fascination pour un carnage des valeurs et une transformation du monde. Alors certes, on peut avoir quelques sujets d'inquiétude sur le monde tel qu'il est là. Il ne faut pas faire les bisounours, bien sûr. Mais une des choses les plus passionnantes, c'est que nous entrons dans ce que j'appelle des mythes ou des mythologies de reconstruction. Et là, on a à notre disposition un concept qui est, à mon avis, le plus intéressant, qui vraiment fonctionne ici. C'est ce que j'appelle l'allégeance rebelle. Alors, l'allégeance, tout le monde sait ce que c'est que l'allégeance. Le duc faisait allégeance à son roi. Les serfs faisaient allégeance à leur seigneur. Aujourd'hui, on fait allégeance à quoi? On fait allégeance au réchauffement climatique, parce qu'il est là, il n'y a pas moyen de faire autrement, donc il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Quelquefois, on est obligé de faire allégeance à Wall Street et au fonds financiers. Mais à l'intérieur de ça, à l'intérieur de ces puissances,
chacun d'entre nous, le monde a une capacité de rébellion, une capacité de contestation et une capacité extrêmement puissante pour reconstruire de l'intérieur. Alors pourquoi? D'abord, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu 3 plans successifs. Le plan A, c'était le radeau de la Méduse, qui était en fait constitué de religion, qui était constitué d'indignation. Mais c'était très distant, c'était des idéologies. On a vu ce qu'ont donné les idéologies. On a vu que les religions, c'est pas terrible. On a vu ce que ça devient avec Dutch. On a vu ce que ça a donné avec la Saint-Barthélemy, par exemple. Donc la religion, on s'en méfie beaucoup. À côté de cela, et pendant ce temps-là, on a cherché, moi le premier, à comprendre à travers les mythologies grecques, les mythologies romaines, les mythologies égyptiennes, essayer de comprendre comment le monde marche. Essayer de comprendre ce à quoi ça nous sert de voir ces grands archétypes. Sauf que ça reste un peu dans les livres, quoi. Ça reste confiné dans les livres pour que ce soit partagé par l'ensemble du monde. Il semble qu'on en soit assez loin. Aussi, il y a un plan C. Ce que j'appelle ce plan C, c'est, et au fond, on a, semble-t-il, oublié l'homme, la femme, soi, moi là-dedans. Moi, dans toutes ces histoires du monde qu'on me raconte, même à la limite dans ce que je vous raconte là aujourd'hui, mais où est-ce que j'en suis? Où est-ce que vous en êtes personnellement? What's in it for me en anglais, hein? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui peut véritablement me concerner? Eh bien ça, je crois que c'est une nouvelle histoire qui est en train de se construire aujourd'hui, dans les vraies mutations d'aujourd'hui. Il y a cette idée de soi, l'individu, partant pour une nouvelle aventure. Cette nouvelle aventure, ce qu'on appelle de l'individuation, c'est-à-dire qu'on est à la fois un individu, mais on cherche sa place dans le monde, c'est quelque chose qui paraît à la fois extrêmement banal, mais si c'est en train de se construire, c'est une énorme chance. Et comment ça peut se construire? Avec cette dimension que nous avons chacun d'entre nous, qui est l'artiste, qui est blotti au fond de nous-mêmes, ou quelquefois parfaitement exprimé. L'artiste lui-même peut prendre la parole. Hein. Mais cette dimension, elle est d'autant plus intéressante, c'est ce que j'appelle l'artiste poly-industriel. Chacun d'entre nous avons cette capacité à développer une industrie qui nous construit, quelque chose qui nous passionne, quelque chose qui nous fait avancer. Et par rapport à ces fractures dont je parlais tout à l'heure, il faut créer des sutures, il faut réparer, il faut reconstruire. Et là, on est dans un domaine assez contemporain, hein, du recyclage. Et du recyclage inspiré, il y avait, il y a quelques années, à Paris, au Quai Branly, une magnifique exposition sur les objets blessés africains. Et qui montrait, chose que nous savons bien sûr, mais quand on le voit comme ça physiquement, comment les artisans dans la brousse pouvaient reconstituer les objets, leur donner une nouvelle vocation, les faire renaître. C'était une magnifique métaphore sur ce que nous sommes éventuellement susceptibles de faire, ce que nous avons la possibilité de faire, ce que certains artistes de l'extrême, qui ne seraient pas reniés cet après-midi dans la cour des geeks, pouvaient donner. Donc on est dans des sutures d'imaginaire. Hein. On va recréer à travers, en faisant parler l'artiste en chacun d'entre nous, on va recréer des mondes, on va recréer des possibilités. Et ça existe déjà, vous connaissez probablement l'artiste JR. JR qui sature les villes du monde de ses photos géantes pour créer une dynamique entre l'art et le kidam lambda qui passe. Il fait très très souvent d'immenses photographies de gens inconnus qu'il met partout dans le monde. En ce moment, c'est au Panthéon à Paris, mais il n'y a pas un endroit dans le monde entier, je crois que c'est même New York en ce moment aussi, il n'y a pas un endroit dans le monde entier dans lequel il ne fait pas ça. Son nom n'est pas forcément très connu, mais ses photos le sont de plus en plus. C'est aussi ce que fait Cindy Sherman, quand elle fait un travail depuis 30 ans, 40 ans, sur elle-même, se transformant, se photographiant sans arrêt, avec des nouveaux portraits, comme si c'était une suture entre ses vies et le soi qu'elle est à un moment donné, et le tous ensemble qu'elle veut être. Ou encore, cette photographie que j'ai prise à New York aussi, dans le Queens,
le PS1, qui est une sorte de lieu artistique dans lequel il y a des tas d'expériences extraordinaires. Et ces gens-là dansaient dans la foule des vieux rituels, peut-être du VIe siècle avant Jésus-Christ, pour pouvoir se fondre dans la foule et faire participer le monde de cette dimension. Alors pour finir, je dirais, parce que c'est quand même de mythologie que je parle, il y a un mythe incroyable qui est dans toutes les mythologies du monde entier, qui est le mythe du fripon divin. Le fripon divin, c'est le petit dieu emmerdeur, c'est le petit dieu qui vient foutre des bâtons dans les roues en permanence, qui est à la fois assez odieux et très tendre, et qui est en permanence en train de questionner le monde, en train de remettre sur le tapis des choses qui ne devraient pas être oubliées. C'est cette sorte de chaos fécond. C'est ce qu'on appelle, un mot à la mode, la disruption. Mais c'est le fait d'accepter que le monde est en rupture permanente. Crise sans doute, mais ne sommes-nous pas en crise depuis le commencement des temps? En permanence dans cette mutation qu'il faut affronter avec une forme d'allégresse. Alors, est-ce que le monde est dans un bordel généralisé, on ne va rien y reconnaître, et tout, ou est-ce qu'il est dans une médiation possible? C'est toutes les questions. Je n'ai pas de réponse à ces questions, sinon le fait d'agir, d'écrire, de rencontrer les gens, d'écouter les gens, parce que, au fond, je sens bien que les gens sont là, nous sommes là, j'aime pas tellement les gens, c'est trop général, mais chacun d'entre nous a ce besoin de penser qu'il peut y avoir une prise de conscience globale avec tout ce que l'on entend partout. Il y a cette prise de conscience. Le fait de venir dans un week-end comme celui-là, c'est une forme de prise de conscience pour essayer de comprendre. Et peut-être c'est le fait de pointer du doigt qu'il y a peut-être d'autres politiques possibles. Les mensonges politiques peuvent peut-être en faire reculer. En tout cas, on a le droit de rêver. Et s'il y a du mieux sur le politique, il y a peut-être des rebonds sur l'économique. Peut-être que ça peut aller mieux. Et on pourrait faire triompher à ce moment-là ce que j'appelle le concept de proximité, qui est à la fois la proximité d'être là ensemble, et la facilité, la fluidité qu'il faut remettre sur le monde. Et donc, on est peut-être vers un monde qui serait enfin tiré d'affaire. Alors évidemment, sans trop rêver, et parce que ce sera la fin, vous avez peut-être entendu parler du Cygne noir. Alors le Cygne noir, c'est un bouquin qui a eu beaucoup de succès dans les années 2008-2009 au moment de la crise de New York. Au XVIe siècle, tout le monde était persuadé qu'il n'y avait de cygnes que blancs. Et puis, au XVIIe, on découvre des cygnes noirs en Australie. Rupture, pour les scientifiques, d'une croyance absolue. Cygne blanc, théologie de la blancheur. Non, il y a aussi des cygnes noirs. Donc il faut s'attendre en permanence à ce qu'il y ait des cygnes noirs, des attentes différentes, des ruptures avec ce que l'on croit. C'est pas gagné, mais je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible, d'ailleurs, quand on voit ce qui se passe ici, dans ce festival. Voilà ce que je voulais vous dire sur mon dernier bouquin, que vous pouvez trouver en librairie. Merci en tout cas. Si quelqu'un a le temps de poser des questions, je suis ravi, mais c'est compliqué de poser des questions après. Alors je vous libère et je vous souhaite une excellente après-midi et merci de m'avoir écouté.